Voilà, merci d'être toujours nombreux présents dans l'auditorium ici à Bron. On se retrouvera tout à l'heure à 19h35 avec Mathieu Brochier, le grand organisateur de cette première édition, avec un grand quiz. On va tester vos connaissances sur la météo. Il y aura des cadeaux à gagner. Donc ça, c'est à 19h35. À 18h45, on va retrouver Romain Weber. Vous vous en souvenez peut-être, il était déjà avec nous ce matin pour évoquer ces orages et surtout ces crue très importante l'année dernière, le 17 octobre 2024, le long du Gier, dans la région de Givors. Vous connaissez peut-être ce phénomène météo, des conséquences terribles, heureusement pas humaines, mais matérielles sérieuses. On essaiera de comprendre pourquoi. Et là, il est temps de s'intéresser donc aux farfadets. Alors, ce sont de très belles images que vous avez peut-être déjà vues. Elles sont en tout cas à découvrir dans l'espace exposition. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de farfadet? Comment essayer, vous aussi, peut-être à travers votre appareil photo, de les capturer? Je vous propose d'accueillir pour cette nouvelle conférence Nicolas Escurat, le photographe spécialiste des farfadets. Donc bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter ces phénomènes lumineux transitoires qui peuvent paraître extraordinaires pour certains. Et moi, le premier, quand je les ai découverts il y a quelques années. Donc là, vous voyez derrière vous donc, un petit diaporama que je vais amener à faire passer. Donc au début, bon, j'en vois déjà qui commencent à se poser la question de savoir s'ils seront à la bonne conférence. Donc on va bien parler des farfadets, mais pas du farfadet avec le chapeau, mais plutôt ce que le farfadet est en train de regarder. Donc là, c'est le comble du farfadet, c'est un farfadet qui regarde des farfadets. Donc maintenant, on va revenir aux choses plus sérieuses. Donc là, c'est un peu la présentation du petit programme de la soirée. Donc je vais vous présenter les différents types de phénomènes lumineux transitoires qu'il peut y avoir dans l'atmosphère. Ensuite, je vous présenterai les différents types d'éclairs qu'il faut pour les déclencher, on va dire. Donc forcément, la partie 3, je me répète un peu, mais c'est le principe de déclenchement des farfadets. Ensuite, vous verrez des caractéristiques visuelles et structurelles en détail de ces farfadets. Ensuite, pour que ce soit plus sympa, donc vous verrez des vidéos, une vidéo exclusive que j'ai faite pour vous, où j'ai rassemblé des apparitions que vous verrez en temps réel de ces phénomènes-là, qui sont des vidéos brutes non traitées. Voilà. Ensuite, forcément, pour intéresser certains photographes, donc l'endroit où il faut se positionner pour pouvoir les observer. Ensuite, comment repérer ces fameux orages à distance, parce que le problème avec les farfadets, je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est qu'il faut être loin des orages, donc on ne les entend pas et on ne les voit pas. Donc ça complique un peu la chose. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples de cartographie des situations orageuses qui m'ont permis de prendre des farfadets. Comme ça, vous arriverez à localiser et à mieux visualiser sur des cartes. Et ensuite, à la fin, je basculerai sur la partie un petit peu plus technique où je vous montrerai des différences, où on verra comment capturer des farfadets, et c'est là où vous pourrez poser vos questions. Voilà. Toutes les questions seront autorisées. Donc là, on va sur le premier schéma. Donc là, c'est le phénomène qui est le plus rare, qui se produit quasiment presque pas, je dirais, sur nos latitudes. Donc c'est un gigantic jet, donc un jet géant. Donc c'est forcément extrêmement rare sous nos latitudes. Ça surgit au-dessus des plus hautes cellules orageuses. Donc c'est plutôt au-dessus des orages tropicaux qui ont des altitudes, donc le sommet des nuages qui peut cumuler entre 15 et jusqu'à 20 km d'altitude. Alors pour information, la première observation est presque peut-être la seule qui a été faite en Europe. Elle a été faite au large de la Corse le 12 décembre 2009. Ensuite, ce sont des phénomènes lumineux qui se développent depuis le sommet des nuages et ils vont monter jusqu'à 90 km d'altitude en moins de 1 seconde. Donc c'est des phénomènes assez rapides. La partie basse est la partie basse ascensionnelle. Donc là, on est plutôt de l'ordre de la vitesse de propagation de 50 km/s. Et ensuite, il se produit une accélération de la ionisation sur la partie supérieure qui prend une couleur rouge. Et donc, ça produit une forme de palmier rouge caractéristique de ces jets géants. Donc le premier qui en photographie un, il a gagné mes félicitations. Je n'ai pas encore réussi. Donc ensuite, vous avez le phénomène qui est
moins rare, mais quand même assez très rare, même sous nos latitudes, le jet bleu. Donc ce sont toujours des phénomènes de ionisation. Ils surgissent du sommet des hautes cellules orageuses à une vitesse de 100 km/s. Donc c'est moins rapide qu'un éclair. Mais c'est quand même assez rapide. Donc ils se développent jusqu'à parfois 30 ou 40 km d'altitude au-dessus de la cellule orageuse, donc au-dessus du cumulonimbus. Donc la lueur bleue diffuse montante en forme de cône, elle est très caractéristique de ces phénomènes lumineux. Et c'est à noter, elle est mieux visible en vidéo qu'en mode photo, où c'est vrai que la ionisation apparaît moins. Donc c'est pour ça qu'on verra que ça peut se confondre avec le phénomène d'après. Et la durée courante d'apparition, on est entre un quart de seconde et une demi-seconde. C'est un peu plus rapide qu'un jet géant, parce que ça va moins en haut. Mais c'est pareil, j'attends d'avoir capturé mon premier. Ensuite, un autre phénomène qui est un peu moins rare. Donc, il y en a peut-être quelques photographes dans la salle qui ont déjà pu en capturer un, dont un qui fait une expo où pour aller voir sa jolie capture. Donc on ne sait pas si c'est ce phénomène-là ou le jet bleu, c'est entre les deux. Mais ce sont des phénomènes qui sont assez rares. Ils surgissent de manière plus rapide, toujours au-dessus des cellules orageuses. Ils se développent au maximum que jusqu'à 20 km d'altitude, ils ne vont pas plus haut. Et ça ressemble plutôt à des filaments bleus, comme un éclair en forme de touffe. Donc ça ressemble à un éclair bleu caractéristique. Par contre, c'est plus bref et plus brillant qu'un jet bleu, et c'est là où il y a la différence. C'est que c'est plus bref et plus brillant, et il n'y a pas cette conisation bleue de lueur diffuse qui se produit. Ensuite, le prochain phénomène, ça va être le phénomène lumineux transitoire qui fait partie des plus classiques, mais qui est invisible à l'œil nu et qui est par contre le phénomène le plus grand, donc, en taille. Donc on découvre les fameux elfes, donc ils existent vraiment. Donc ils n'ont pas la forme que vous espériez, mais ils sont comme ça. Donc ça a été découvert en 1990, donc c'est quand même des découvertes assez récentes. Bon, forcément, quand une chose n'est pas visible à l'œil nu, c'est pas facile. Donc ce sont des formes qui sont liées à des impulsions électromagnétiques des éclairs. Et quand cette impulsion électromagnétique est suffisamment importante, elle va créer une ionisation sphérique au niveau du bas de la ionosphère, et ça dure entre 1 et 5 millisecondes, donc c'est très très rapide. Souvent le phénomène, c'est 1 millième de seconde. La vitesse de propagation est proche de la vitesse de la lumière. Donc la caractéristique visuelle, vous le voyez, c'est un halo circulaire en forme de boule, de bouée ou de donut, peu importe le nom, et qui peut faire entre 300 et 600 km de diamètre. Donc c'est très grand. Aucune condition particulière, contrairement aux autres phénomènes lumineux qu'on a vus et que je vais vous présenter pour les farfadets qui vous intéressent. Il faut juste cependant une intensité d'éclair souvent supérieure à 150 kA pour que le phénomène puisse être détectable par les caméras. Voilà. Et donc vous verrez juste après, je vais vous mettre une photo exemple de ce phénomène qui a été capturé dans le Périgord. Donc je ne sais pas si on le voit très bien. Donc en fait, en dessous vous avez une petite ville et ça fait un gros donut rouge. Vous le voyez? Bon, léger. Ça manque de contraste. Donc là on va partir sur la partie des phénomènes lumineux transitoires qui sont les plus, je dirais, impressionnants et qui font partie des phénomènes tout compte fait les plus courants qu'on peut observer au-dessus des orages. Donc la caractéristique de ces phénomènes lumineux, c'est qu'ils se produisent à une hauteur située en moyenne entre 40 et 90 km d'altitude. Ce sont les TLE, donc Transient Luminous Events, donc ça c'est en anglais, qui sont les plus souvent photographiés ou filmés. Donc ils ne sont pas rares, mais peu fréquents, mais par contre ils sont très difficiles à observer, puisqu'en fait il y a des nuages qui nous font des blagues, et ils se interposent entre nous et la cellule orageuse. Donc la durée d'apparition est souvent inférieure à 1/10 de seconde. Donc là, pour l'instant, je ne rentre pas trop dans les détails, parce que justement, je vais vous présenter le phénomène un peu plus en détail, je me répète. Donc là, c'est un petit résumé, on va dire, de tous les phénomènes lumineux transitoires les plus courants qu'on peut observer dans le ciel. Donc ça fait un joli terrain de jeu, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de les photographier, et vous allez voir pourquoi. Donc la première base, donc je vais rester simple. Donc la formation de ces phénomènes lumineux est liée à des orages. Donc là, je vais simplifier la formation d'un cumulonimbus. Donc en fait, à notre latitude, les sommets des nuages les plus hauts vont être entre 10 et 12 km sous nos latitudes.
18 km à l'équateur et 8 ou 9 km au niveau des pôles. Donc ça fait que l'épaisseur de la troposphère qui permet aux orages de se développer à une altitude plafond est variable en fonction de la latitude à laquelle on se trouve. Ensuite, quand un orage se génère, il génère de l'activité électrique. Donc de manière simple, on va dire que les charges positives vont plutôt s'accumuler au sommet des nuages et les charges négatives en bas des nuages. Donc forcément, quand il y a du plus et quand il y a du moins, ça s'attire et ça produit des éclairs. Donc il se trouve que la plupart des éclairs qui sont produits dans les nuages, surtout en début d'orage, sont des intranuageux. Ils représentent statistiquement, alors c'est une moyenne, c'est pas scientifique, mais 75% des éclairs. Et ces éclairs, ils ne sont pas trop aimés des chasseurs d'orage parce qu'ils ne sortent pas de nuages. Mais par contre, ils peuvent illuminer de manière sympathique la forme du cumulonimbus. Donc ensuite, ça c'est tous les autres types d'éclairs qui sont des extra-nuageux. Donc tout simplement, c'est des éclairs qui vont sortir du nuage. Donc qui représentent 25% statistiquement des éclairs qui sont produits par un orage. Et dans tous ces éclairs-là, il n'y en a qu'une partie qui vont nous intéresser, qui vont pouvoir déclencher, être liés, connectés au farfadet. Donc en fait, seuls les éclairs qui enlèvent des charges positives sur la partie supérieure du nuage peuvent déclencher des farfadets. Donc vous avez deux types d'éclairs. Le plus classique, qui représente 90% de ces éclairs-là, c'est le coup de foudre positif. Et ensuite, vous avez des possibilités d'internuageux qui peuvent aussi déclencher des farfadets quand ils rejoignent deux régions d'un même nuage ou de deux nuages qui sont à proximité. Mais toujours plutôt du sommet du nuage pour pouvoir décharger des charges positives qui se trouvent en altitude. Donc en fait, on se rend compte que 80% des éclairs d'un orage sont négatifs, donc pas de bol, ils ne déclenchent pas de farfadet. Seuls 10% des coups de foudre sont positifs, ce qui fait que de manière statistique, il se trouve qu'il n'y a que 0,25 à 1% des éclairs qui peuvent déclencher les phénomènes lumineux transitoires comme les farfadets. Donc effectivement, ce n'est pas beaucoup. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans la formation, le principe de formation de ces farfadets, ou d'abord du déclenchement. Donc au-dessus, vous avez la ionosphère. Là, on voit de schématiser, il y a un petit cumulonimbus. Donc ça, c'est plutôt la partie de l'orage en début de formation. Donc au début, comment ça se passe? Le cumulonimbus se charge en électricité et devient de plus en plus haut. Donc en moyenne ici, c'est de 10 à 12 km de hauteur. Il se regroupe des charges négatives en bas du nuage et des charges positives au sommet, comme on a montré dans la diapositive d'avant. Et donc forcément, ça va attirer des charges négatives au sommet du cumulonimbus. Ensuite, au fur et à mesure que l'orage se développe, on voit qu'au début, il n'y a que des éclairs avec peu d'intensité. Et en fait, il se trouve qu'il y avait un physicien écossais qui avait mis une théorie qui avait prédit qu'il pouvait y avoir éventuellement des phénomènes lumineux transitoires, ou en tout cas des décharges électriques, qui puissent se déclencher à haute altitude si jamais le champ électrique dépassait le seuil de rupture conventionnel, c'est-à-dire on appelle ça le seuil d'étincelle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, à ce stade de l'éclair, les éclairs ne sont pas assez intenses pour générer des champs électriques suffisamment importants pour dépasser ce seuil de rupture. Parce qu'il n'y a qu'au-dessus de ce seuil de rupture où l'air peut se chauffer par le champ électrique. Alors c'est vrai que c'est un petit peu complexe, mais j'ai essayé de schématiser au plus simple. Donc ensuite, les farfadets, en fait, ils ne vont apparaître que quand l'orage sera suffisamment mûr. Alors qu'est-ce qu'on appelle suffisamment mûr? C'est qu'il faut une période de génération. Ça fait qu'il faut qu'il y ait au minimum entre 1 à 3 heures d'activité électrique pour que les conditions soient nécessaires pour qu'on puisse avoir des farfadets qui se produisent au-dessus des cellules orageuses. Donc les charges positives suffisamment importantes au sommet du cumulonimbus, donc il faut qu'il y en ait suffisamment. Donc ça fait que, alors c'est pas juste scientifiquement, mais on parle que le nuage il est connecté à la ionosphère, qui elle par contre neutralise le champ électrique grâce à la mobilité de cette couche atmosphérique. Et donc c'est forcément les conditions d'apparition des farfadets sont réunies. Donc on note par contre un ralentissement souvent du nombre de taux d'éclairs. Donc les taux d'éclairs négatifs commencent à baisser. Et il y a l'apparition par contre d'éclairs plus puissants positifs, en moyenne supérieure à 60 kA qui se produisent. Et donc on va dire là vous avez un stade où l'orage est mûr. Tout d'un coup, forcément, vous avez un éclair positif qui est marqué sur la diapositive CG+,
qui vous indique que voilà, l'éclair vient d'être déclenché. En fait, la caractéristique de ce d'éclair, c'est que le déclenchement de ce puissant coup de foudre, alors ça fonctionne aussi avec l'internuageux, mais la quantité importante de charge positive qu'il y a au sommet du nuage, elle est déchargée vers le sol ou vers une autre partie du nuage. Et le fait que cette charge électrique soit déplacée, ça va créer un champ électrique au-dessus de la cellule orageuse. Et en fait, c'est ce champ électrique qui va produire une décharge électrique dans la haute atmosphère. Donc pourquoi? Si vous regardez la courbe de gauche, on voit que la courbe du champ électrique provoqué par la foudre, elle le rejoint et elle va couper le champ de seuil de rupture conventionnelle. Donc ça fait que quand cette courbe croise l'autre courbe, on arrive à la température, enfin pas là, c'est pas une température, c'est le champ électrique qui va déclencher une décharge électrique. Et donc cette décharge électrique, en fait, elle va chauffer l'air. On appelle ça le chauffage de l'air, et ça va produire la ionisation de la molécule qui va se trouver dans cette partie de l'atmosphère. Et il se trouve que dans cette partie de l'atmosphère, c'est du diazote qui s'y produit, enfin, qui est en quantité. Mais par contre, l'atmosphère ici est très peu dense. Une fois que forcément que le farfadet est apparu quelques millisecondes après la formation du coup de foudre, on revient dans l'état presque initial avant le coup de foudre. Mais par contre, il ne peut pas se reproduire d'autres farfadets immédiatement. Il faut que les mobilisations des charges électriques se refassent pour que les conditions redeviennent optimales. Donc en fait, on se rend compte que dans de bonnes conditions, la fréquence d'apparition des farfadets, c'est environ toutes les 10 minutes. Quand il y a des orages de manière plus exceptionnelle, on se retrouve avec des seuils entre 2 et 5 minutes. Et dans des conditions exceptionnelles, alors là ça peut arriver 1 ou 2 fois par an, ça peut arriver toutes les 30 secondes, voire toutes les minutes. Donc maintenant, ça sera peut-être plus visuel pour vous, je vais vous présenter une vidéo au ralenti sous forme de diaporama. Donc là en fait, vous avez une photo issue d'une vidéo, donc, où là il y avait un orage que je visais qui était environ à 280 km. Donc on se rend compte sur la photo que les sommets des cumulonimbus, on ne les voit pas forcément, puisqu'en fait ils sont presque au niveau de l'horizon pour cette distance-là. Donc là il y avait un orage qui était en formation. Quand la cellule a été mûre, on a commencé à voir, on appelle ça des coups de flash. Donc quand il y a des éclairs puissants qui se produisent, ça produit au-dessus un halo lumineux qui est détectable à plusieurs centaines de kilomètres. Et donc là on voit par contre, on devine les sommets des cumulonimbus qui étaient situés à environ 280 km. Et quelques millisecondes après, donc là vous voyez l'apparition d'un groupe de farfadets. Donc on voit très bien leur forme de couleur rouge. Et donc à une altitude entre 90 et 40 km. Et ça apparaît toujours à la suite d'un éclair positif quelques millisecondes après. Donc c'est quasiment instantané pour nos yeux. Ensuite, pour la diapositive suivante, vous allez voir une petite vidéo en temps réel du phénomène. Ça va aller mieux. Alors ça va apparaître 2 autres fois. Donc ça c'était à temps réel, on va dire. Donc on voit que c'est très rapide. Je vais les repasser. Il faut revalider. Donc voilà le phénomène à vitesse réelle. Ensuite, la diapositive suivante, là, ça va être, c'est des vidéos qui ne vont pas être de moi, parce que je n'ai pas les capacités financières d'acheter des caméras de ce calibre. Donc en fait, pour arriver à voir ces phénomènes lumineux de manière plus rapide, il faut faire avec des caméras à très haute vitesse. Donc là, vous allez voir une vidéo. Donc là, c'est une formation d'un farfadet à 10 000 images par seconde. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même très rapide. Donc je voulais vous la repasser. Donc ça fait comme une pierre qui descend. La prochaine vidéo, donc là on va être au-dessus. Donc là on va partir sur une vidéo tournée à 100 000 images par seconde. Et là on va arriver à distinguer ce qu'on appelle les boules de plasma. Parce qu'en fait ces phénomènes-là, quand nous on les filme avec des appareils photo, on ne voit qu'une seule image ou qu'une seule forme, voire 2. Alors, en fin de compte, la formation de ce phénomène, c'est fait par des boules de plasma qui se déplacent à très haute vitesse.
Et donc là, vous allez voir ça au ralenti. Donc là, vous voyez les petites boules qui commencent à apparaître. Et c'est des caméras noir et blanc, voilà. C'est des caméras monochromes. Donc voilà. Un petit replay. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu comment ça se passait dans la haute atmosphère, donc là je vais vous présenter, on va dire, au niveau visuel, on va dire la structure de ces farfadets. Donc la caractéristique, c'est que là vous avez un exemple, donc c'est un groupe de farfadets de type méduse. Donc ça fait partie des plus jolis farfadets qu'on peut observer ou capturer dans le ciel. Donc on voit qu'il y a toujours un halo diffus rouge qui se produit dans la partie supérieure du phénomène. Et en dessous, vous avez des filaments de ionisation. Et ensuite, sur le milieu, on a des formes bizarres cachées par le halo, et je vous décrirai ça un petit peu plus tard dans les diapositives. Donc en fait, comment ça se forme? La première structure qui se forme, c'est le halo. Donc il se forme de haut vers le bas, de manière très brève, juste après l'apparition de l'éclair positif. Donc dans ce halo, il est uniquement visible sur les gros farfadets. Il n'apparaît pas sur tous les phénomènes. Par contre, il peut apparaître tout seul, sans les structures filamentaires en dessous. Il y a quelques farfadets où il n'y a que le halo qui apparaît. Alors forcément, nous, ça nous intéresse moins parce que c'est moins photogénique. Donc là, je vais prendre sur deux autres exemples qui vont vous montrer les deux types de farfadets qui peuvent exister de manière, on va dire, scientifique. Donc vous avez les farfadets bâtons sur votre gauche et le farfadet carotte à droite. Donc là, je vais vous expliquer la différence entre les deux. La formation est presque la même, sauf qu'ils n'ont pas la même apparence visuelle. Au niveau des petits pointillés, on voit que c'est l'altitude d'initiation du phénomène. Donc c'est une altitude à plus ou moins 5 km où le phénomène se forme. C'est son altitude de formation. Donc en fait, c'est là où les boules de plasma que vous avez vues tout à l'heure, c'est de là qu'elles partent. Donc c'est de là qu'elles s'amusent à nous dessiner des structures bizarres. Et toujours du haut vers le bas. Et forcément, comme ça fait de la ionisation du diazote, ben ces boules de plasma elles ont une couleur rouge. Ensuite, le filament de ionisation, ben, en partie descendante, la vitesse de propagation du phénomène est de 8000 km/s, donc on est proche de 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qui est assez rapide. Et par contre, la vitesse de propagation, elle diminue avec l'altitude parce que la densité de l'atmosphère est de plus en plus dense quand on revient vers le sommet des nuages. Donc c'est pour ça que ça ralentit la propagation de la ionisation. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc voilà, par rapport au farfadet bâton à gauche, la ionisation ne se produit avec un canal unique. Vous n'avez qu'un trait, et c'est pour ça qu'on appelle ça les farfadets bâtons, mais il n'y a qu'un canal de ionisation qui se forme. Sur la droite, vous avez des canaux qui se divisent, et en fait on s'aperçoit que plus ils sont larges, les streamers ou les canaux de ionisation, plus ils auront tendance à se diviser. Et c'est là où je vais vous montrer un exemple d'un farfadet où il y avait des canaux d'ionisation plus larges, et on voit qu'ils se divisent plus facilement. Donc là, vous vous trouvez donc, en haut, c'est là où il y a le début de la formation de la ionisation. Donc là, pour vous donner des dimensions, pour vous rendre compte de la taille, le filament, il a environ une taille de 200 à 250 mètres de diamètre. Et le phénomène individuel peut avoir une largeur de 10 à 15 km de largeur. Et vers le milieu du farfadet, la largeur du filament a un diamètre de 1 km. Donc c'est des dimensions qui peuvent nous paraître impressionnantes. Et la taille totale du phénomène, forcément, on est environ à 50 km de hauteur maximum. Donc, en résumé, donc on se retrouve visuellement avec une colonne brillante, avec une lueur périphérique, une sorte de halo sur le tour du bâton, qui est légèrement persistante. Alors quand je dis légèrement persistante, on peut arriver à la voir que sur 2 à 3 images en filmant à 25 images par seconde.
Ça fait que pour l'œil humain, vous le voyez à peine. Si vous avez la chance de voir un farfadet à l'œil nu dans votre vie, ça apparaît, ça disparaît comme c'est venu. Donc, même le cerveau se demande s'il a vraiment vu quelque chose visuellement. Et ensuite, dans la partie basse, vous avez en partie inférieure, mais par contre, ce sont des parties qui sont peu lumineuses. Et ça, je vous le dirai plus tard, mais c'est que parfois on me pose la question si c'est bien de défiltrer ou pas son boîtier. Donc ça veut dire qu'on va modifier son appareil qu'on a acheté dans le commerce. Mais la modification est utile parce qu'elle va rendre cette partie plus lumineuse, en fait. Donc, on fait un petit zoom sur la partie centrale donc, du sprite. Donc là, c'est une photo qui a été prise à très haute résolution. Donc, au niveau du point 1, donc, on se retrouve avec des filaments de propagation ascendante. Donc, par contre, les boules de plasma remontent. Et parfois, ça forme des sortes d'ailes dans les parties redescendantes. C'est pour ça que souvent, on appelle ces sprites les angel sprites, des sprites d'anges. Et ensuite, au niveau des parties 2, il y a une apparition, on appelle ça des perles ou d'anneaux lumineux, mais uniquement sur les canaux de propagation des filaments. Et les scientifiques nous expliquent que ça vient des phénomènes de reconnexion au niveau des boules de plasma qui se baladent et qui ont des différences de positivité. Après, si vous voulez, je vous conseille de ne pas trop poser des questions là-dessus plus tard parce que je ne serai pas en capacité de vous y répondre. Je suis photographe et pas scientifique. Donc à partir d'ici, là c'est là où il faudra être le plus attentif. Donc ça va être peut-être la partie la plus sympa de cet exposé. Là je vais vous présenter une vidéo d'apparition de mes plus jolies captures sur ces 3 ou 4 dernières années. Donc la vidéo va vous montrer des apparitions de farfadets en temps réel. Mais comme l'apparition est, on va dire, peut-être trop rapide pour les yeux en temps réel, j'ai un petit peu triché. À chaque fois qu'il y a un farfadet qui est apparu, j'ai doublé, on va dire, l'image. Ça fait qu'au lieu d'avoir une image de farfadet, vous en allez avoir 2, ce qui permettra de mieux vous le faire percevoir sur la vidéo. Par contre, la vidéo en elle-même est à vitesse réelle. Donc j'espère que le son marche. Écoutez et regardez. Ça va durer que quelques minutes. Donc voilà pourquoi je passe autant de nuits à l'extérieur. Donc maintenant, on va passer sur la partie
on va dire, pour ceux qui voudraient essayer d'arriver en photographie ou en filmer. Donc forcément, il faut déjà comprendre où se positionner. Donc on a déjà vu tout à l'heure qu'il fallait que ce phénomène se produisait, on va dire, qu'à une haute altitude. Et donc forcément, il vaut mieux se positionner assez loin de l'orage, sinon les nuages qui seront proches de l'orage ou même la cellule elle-même ne pourra pas vous permettre de les apercevoir. Donc on conseille d'être au minimum 100 km de distance et d'être surtout motivé parce que au début, il n'en apparaît pas forcément comme on voudrait. Donc au niveau de la hauteur d'apparition, en fait, après c'est des formules mathématiques. Donc quand on sait qu'ils apparaissent entre 90 et 40 km d'altitude, il suffit de faire un peu de trigonométrie et ne pas oublier que la Terre est ronde et que forcément, j'espère qu'il n'y a pas de platistes dans la salle, ils vont être déçus. Donc en fait, à partir de 150 km de distance, il faut plutôt regarder vers 25 degrés de hauteur. Ensuite, forcément, à 250 km, un petit peu plus bas, 350, plutôt 10 degrés. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne, il faut regarder de plus en plus bas. Et ensuite, je dirais qu'au-delà de 750 km, ils n'apparaissent plus entièrement à l'horizon. Ensuite, au niveau de leur taille, ça peut aider certains photographes ou vidéastes à déterminer la taille du farfadet, des plus gros farfadets qui peuvent apparaître sur la caméra. Donc là, pareil, quand ils sont assez proches, forcément, ils apparaissent plus grands en dimension. Et plus ils sont loin, plus ils apparaissent petits, ce qui est logique. Donc là, je vais vous présenter quelques localisations d'orage. Donc là, en fait, on voit que... Alors, j'ai fait une simulation comme si j'avais fait un orage depuis Lyon ou depuis Bron. Donc là, je vous ai montré. Donc ça, on voit à droite l'évolution de la situation orageuse avec une carte météorologique. Donc c'est une carte infrarouge colorisée qui nous indique la température des nuages. Et nous, la température, je dirais que ça nous importe peu, mais la température va nous indiquer la hauteur du nuage. Et donc là, ce qu'il faut regarder, c'est que dans les coloris, le rouge c'est bien, le violet c'est très bien, et le blanc c'est encore mieux. Donc ça veut dire que le sommet souvent des cumulonimbus se trouve sous la couleur blanche ou les couleurs violettes. Donc c'est là où il faut plutôt viser pour observer ces phénomènes au-dessus. Et donc là, je vous ai matérialisé le cercle de 750 km, qui est la distance à laquelle on peut arriver à filmer des farfadets au-dessus de l'horizon. Donc c'est vrai qu'on est vraiment, par rapport à mes amis chasseurs d'orage, on est dans un autre contexte. Donc là, on va dire qu'on ne va pas chasser l'orage de manière locale, mais plutôt de manière, on va dire, à distance. Alors forcément, il n'y a aucun risque d'être foudroyé à 600 km de distance. Et ni de prendre de la grêle ou de l'eau, ce qui est très avantageux. Donc ensuite, il y a certaines applications en fait, qui peuvent nous aider à savoir quand c'est que les farfadets vont apparaître. Donc là, on a vu qu'il y avait des cartes météorologiques qui pouvaient être utilisées. Et là maintenant, on a d'autres types de cartes. Donc c'est plutôt des bases de données qui sont en différé de la réalité d'environ 10 minutes. Donc là, en fait, ce sont des cartes qui localisent les impacts de foudre et leur intensité. Donc en fait, on sait qu'il faut, pour que des farfadets surgissent au-dessus des cellules, quand vous avez des séries de farfadets qui font plus de 40 kA et qu'ils apparaissent de manière régulière toutes les 10 minutes, vous pouvez vous dire, c'est pas le moment d'aller pisser. Donc ensuite, la fréquence d'apparition des farfadets est variable, elle dépend de l'intensité et de la taille de la cellule, mais en moyenne, lors de bonnes situations, c'est plutôt toutes les 10 minutes, et ensuite, toutes les 2 à 5 minutes, quand il y a des grosses situations, c'est quelques fois par an. Ensuite, des situations, on va dire, dantesques ou exceptionnelles, où là, ça peut apparaître toutes les 30 secondes ou toutes les minutes. Et parfois, hélas, surtout au début, quand on débute, il peut y avoir qu'un ou quelques spécimens qui peuvent apparaître, voire pas du tout, et là, on rentre bredouille. Donc, et forcément, sur ces cartes, on peut arriver à localiser, on va dire, à 500 mètres ou à 2 km près, là où est tombé l'éclair, et sa puissance estimée par les triangulations. Donc là, par exemple, ça c'était l'éclair de la première diapositive qui avait déclenché le gros farfadet. Donc 175 kA, ça fait pas mal. Donc maintenant, vous allez voir des différentes situations orageuses pour vous montrer des exemples avec une carte météo et le farfadet qui a été pris. Donc là, justement, la diapositive d'avant, on a vu que c'était un 175 kA
mais qui avait détonné du côté de Pau. Il a dû faire trembler quelques maisons. Donc là, c'était une situation orageuse où j'étais à peu près à 200 km de l'orage. Et donc, on voit sur la carte météo qu'en fait, des fois, on peut se faire piéger par les cartes satellites. Donc là, on voit qu'à gauche, l'orage qui produisait le plus d'éclairs était au-dessus de l'océan Atlantique. Et en fait, alors là, c'est une image figée, mais quand on voyait l'image dynamique de l'évolution de l'orage, en fait, je savais qu'il fallait viser plutôt l'orage qui était situé à gauche, qui était plus proche, parce que la cellule était mieux formée et que l'orage était plus statique et qu'il y avait des éclairs plus intéressants. Et là, forcément, en fin de soirée, j'ai eu cette magnifique apparition de farfadet qui m'a fait perdre 2 dixièmes au chaque œil. Donc ensuite, on va vous montrer des situations de plus en plus lointaines. Donc là, vous avez un exemple d'un orage qui a eu lieu l'année dernière. Et donc là, j'étais un peu plus loin, à 300 km, un orage qui avait démarré proche de la côte du côté de Barcelone. Et donc pareil, on voit sur l'image satellite qu'il y a toujours cette coloration rouge et blanche. Et en fait, c'est dans cette zone-là que l'éclair est apparu. Et forcément, le farfadet en grappe, qui était apparu au milieu du village, qui avait eu la bonne idée d'éteindre presque tout leur éclairage. C'est vrai que quand il y a des villes où il y a des éclairages, on va dire perpétuels, ça peut nous gêner pour faire des images. Donc, là. Je vois qu'il va falloir accélérer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc là, c'était une des images qui m'a fait le plus rêver. C'était un cadrage que je voulais faire depuis des années. Et donc là, c'était un orage situé à 350 km. Donc là, c'était pareil, un très gros farfadet. Où là, par contre, pour vous donner une idée, cette nuit-là, il y a eu 40 apparitions en 4 heures, donc ce qui fait en moyenne un farfadet toutes les 6 minutes. Une autre situation qui était l'une des plus exceptionnelles que j'ai pu avoir assisté à filmer. Donc là, il y a eu 72 apparitions en 4 heures, ce qui fait en moyenne une apparition toutes les 3 minutes. Donc c'est dans cette fameuse situation où j'ai eu des apparitions qui sont apparues parfois toutes les 30 secondes. Et là, pour l'anecdote, au-dessus, donc en fait, un même éclair positif, donc c'est un éclair positif de type araignée. Donc ce sont des éclairs positifs qui peuvent se reprolonger de manière horizontale et refaire des coups de foudre successifs sur des grandes distances. Et donc en fait, le même éclair a produit sur une distance de 120 km ce même farfadet que vous avez vu dans la vidéo, ceux qui s'en souviennent, et qui a eu, on appelle ça des farfadets dansants. Les farfadets sont apparus de manière, on va dire, spontanée, les uns à la suite des autres. Alors je suis désolé de passer. On va passer à la dernière diapositive. J'ai trop parlé. Donc là, c'est pour vous montrer un exemple au niveau entre le mode photo et le mode vidéo. Donc à gauche, vous voyez le mode photo, à droite, le mode vidéo. Donc qu'est-ce qui explique la différence? Le réglage aussi, mais c'est surtout la brièveté du phénomène. On a vu précédemment que le phénomène durait en moyenne au maximum 1/10 de seconde. Ça fait que le temps de pause idéal pour photographier ces phénomènes, il faut se rapprocher de ce fameux 1/10 de seconde ou plus rapide. À droite, vous avez un mode vidéo où j'ai pris la vidéo à 25 images secondes. Donc le réglage était pour les curieux de 50 000 ISO. À gauche, c'était une photo de 0,8 secondes. Donc là, d'où l'intérêt en photo de ne pas allonger trop les temps de pause, parce que vous voyez la différence entre à droite et à gauche. Même si les réglages étaient optimum à gauche, on voit que les filaments de ionisation sont moins présents et les halos sont moins présents également. Mais par contre, l'avantage du mode photo, même si là ça se voit pas trop, c'est qu'on peut avoir de plus jolis paysages, ça rend mieux sur les paysages. Donc en fait c'est un choix entre le mode vidéo ou le mode photo pour savoir ce qu'on veut privilégier, si c'est l'avant-plan ou la structure du phénomène. Donc pour les questions, vous avez 2 secondes. Ça marche là? Oui, merci, bravo, c'est superbe. Au niveau des réglages, rapidement, photo et vidéo. Bon, la vidéo, l'idéal, c'est il ne faut pas forcément filmer rapidement. Le classique 25 images secondes fonctionne très bien. Alors que le mode photo, alors voilà, 25 images secondes. Au niveau des ISO, par contre, le mode vidéo implique une montée en ISO. Il faut couramment être entre 20 000 et 50 000 ISO, voire plus. Oui. Surtout quand le ciel
il n'y a pas de lune où le ciel est sombre. Et en photo, quel réglage? En photo, l'idéal, c'est d'être à 1 seconde de pause. Ouais. Vous pouvez monter jusqu'à 2-3 secondes. Par contre, si vous avez de la lune, il faut oublier le mode photo, ou alors il va falloir faire des photos de 0,2, 0,3, 0,4 secondes. Et vous pouvez utiliser par contre en mode photo des réglages ISO beaucoup plus bas. Genre 1600 à 6400 ISO, ouais. Ça fonctionne très bien. D'accord, oui, puis la durée va augmenter le fond et faire diminuer le Mais contraste. en fait, c'est ça, parce que plus le fond du ciel va s'éclaircir, plus ça va diluer les farfadets. Donc, et même jusqu'à les faire disparaître. Au bout de 5 à 10 secondes, le farfadet peut disparaître de votre photo. C'est pas de la magie, c'est le farfadet, il est comme ça. Ce sera vraiment la dernière question, désolé, parce qu'on est je me très rapide. Du coup, en mode photo, si le temps de pause il est moins d'une seconde, comment tu déclenches les photos? En fait, je les déclenche de manière automatique en mode rafale. Ok. Voilà. Ok. Et juste F1.4 l'ouverture? L'idéal de l'ouverture pour des objectifs, c'est F1.4, mais on peut jusqu'à 1.8, F2. F2.8 c'est possible, mais vous aurez que les farfadets les plus lumineux, et ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup Nicolas Escurin, merci. C'est ce qu'on se disait en régie à l'instant, très humble la présentation, alors que les photos et les vidéos sont incroyables, donc voilà, bravo, on connaissait les chasseurs d'orage, de tornades, on connaît maintenant. Merci. Voilà, donc merci. Merci à vous. Et on peut aller voir votre travail. Voilà, dans l'exposition, vous verrez quelques drôles de farfadets. Super. Et ben encore un grand merci. On se retrouve dans quelques instants pour parler de cette situation orageuse incroyable en octobre dernier qui a causé aussi des inondations incroyables le long du Gier. Ce sera dans un instant avec nos invités.